Nous y sommes. 2100. Les glaciers ont fondu. Avec la chaleur, l'eau s'est dilatée. Le niveau des mers a augmenté de plus d'1 mètre. L'eau a pénétré dans les terres. Les forêts ont été brûlées par le sel. L'érosion s'est accélérée. Les plages et les falaises ont été grignotées par les vagues. Le pays a rétréci. Comme la plupart des habitants des littoraux, j'ai emménagé dans une maison flottante. L'eau du robinet n'est plus potable. Les nappes phréatiques ont été contaminées par la mer. Je consulte les alertes météo tous les jours. Les tempêtes et les submersions sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Alors, Monsieur Costa, est-ce que ce qu'on vient de voir, c'est de la science-fiction? Non, pas du tout malheureusement. Ce que vous venez de voir dans une rue d'Étretat, c'est la tempête de février 1990 qui a été rejouée avec plus 1 mètre d'élévation du niveau des mers, qui est induite par le réchauffement climatique. Donc cette rue, elle existe? Cette rue existe et ce qui se passe dedans, malheureusement, ça risque de se dérouler en 2100, peut-être même avant. Nicolas, Sophie, est-ce qu'on peut relancer la vidéo? Merci. Cette vidéo a été conçue par le géographe Stéphane Costa et ses collègues de Caen. En Europe, aucune autre université ne possède une salle de réalité virtuelle pareille. En conviant les décideurs politiques ici, ils espèrent provoquer chez eux un électrochoc. On sait que ça va se dérouler comme ça. Donc maintenant, il faut anticiper. Et anticiper, c'est commencer maintenant, même si ça arrive qu'en 2100, c'est maintenant, parce qu'il faut 10 ans pour une acceptation sociale, c'est 10 ans pour organiser le plan urbanistique minimum. Donc c'est aujourd'hui, dans les années à venir, qu'il faut organiser cette recomposition territoriale. Recomposition territoriale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les zones très dangereuses, il faudra sortir les habitants, les habitations et les activités. On n'aura pas le choix. Il faudra malheureusement reculer face à ces phénomènes qui sont extrêmement puissants et donc très dangereux. Les scientifiques estiment qu'en 2100, 1,5 million d'habitants en France pourraient être impactés. Faut se barrer là, hein. Mais là, faut partir. Personne ne peut résister là. Mais dans la réalité, en 2023, rares sont les élus qui ont entamé un repli stratégique. En Normandie, certaines communes font déjà face à la montée des eaux. À Quiberville, la digue du bord de mer a été réparée plusieurs fois. À la tête de la commune depuis 35 ans, Jean-François Bloch vient une fois de plus constater les dégâts. Vous avez des ouvrages qui commencent à être fatigués et qui sont bousculés par la mer régulièrement. Quand vous voyez des fissures comme celle-ci, ça veut dire qu'il y a des déplacements légers, mais ça veut dire qu'un jour, ça pourrait, comme en 99, casser, quoi. Ici, quand ça tape, ça déplace un plot. Vous voyez, normalement, tout ça devrait être aligné. Bon, il n'y a pas un gros déplacement, mais on sent bien que ça tape régulièrement. Et quand vous voyez des fissures comme ça sur le deuxième mur, vous avez aussi des phénomènes ça pousse, parce que quand l'eau passe ici et tape, enfin de façon conséquente. Donc... Il a décidé de changer de stratégie. Au début que j'étais maire, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait faire front à la mer, puis dire on va bétonner, on va tenir. Mais de toute manière, à un moment donné, comme vous avez un niveau qui est annoncé très haut du niveau des océans et de la mer, vous aurez beau combattre, à un moment donné, la nature vous rattrapera.
La digue fatigue. En cas de gros temps, elle ne protège plus les riverains et encore moins le camping situé juste derrière. Il a été submergé à plusieurs reprises, comme ici, en 1999. Bonjour Anne. Vous allez bien? Bien et vous? Bon. Anne est la gérante depuis 16 ans. Combien de places dans ce camping? 202 places. Ouais, c'est grand. Très grand. C'est un beau Le camping. plus grand de la région. Oui, c'est un beau Ah oui. camping, oui. Il affiche complet tous les étés. Et à chaque tempête, c'est l'angoisse. Donc là, on est sur le bâtiment central, sanitaire, qui avait de l'eau à peu près ici. Tous les bâtiments étaient inondés, celui-là en particulier. Et là, la photo, je pense ça redescendait un tout petit peu, mais on a mis 12 jours pour pouvoir rentrer dans un camping qui était plein d'eau, gorgé d'eau, avec des caravanes qui étaient complètement délabrées. Et après, on a mis 2-3 mois pour réouvrir, parce que le temps qu'on remette... J'ai eu des photos avec monsieur le maire, justement, qui ravitaillait les habitants de la rue Oui. en barque. Le risque de submersion est quand même là. Il faut... Les vacanciers, ils veulent avoir les pieds dans l'eau, mais ils s'imaginent pas le risque qu'il y a derrière. Et puis de toute façon, on est quand même soumis à une éventuelle fermeture administrative. Le préfet peut vous dire « je le ferme définitivement et terminé, je ne veux plus personne dans cet endroit-là ». Pour éviter de perdre les revenus générés par le camping, le maire a pris une décision radicale. Le fermer et le déplacer à 700 mètres de là, bien au sec. Bonjour messieurs, ça va? Vous me posez les plombs pour l'assise des chalets? Il y a beaucoup de monde encore sur le chantier parce qu'il y a encore beaucoup de travail qui les font. Mais le monsieur, il est en train d'agrafer, je suppose, de l'isolation. Ne nous envoyez pas une agrafe dans le nez. Ça, c'est puissant. Jean-François Bloch est un pionnier. Jusqu'ici, en France, aucune activité économique n'avait été relocalisée à cause de la montée des eaux. Mais il a dû endetter sa commune. L'Union européenne ne finance que les 2/3 de ce projet de déménagement à 8,5 millions d'euros. Ah oui, on voit la mer, on voit la vallée. Une fois le nouveau camping terminé, la digue sera supprimée. L'eau rentrera dans les terres. La mer va pénétrer. Elle pénétrera régulièrement à chaque marée, alors plus ou moins en fonction du coefficient. Mais vous aurez parfois la mer qui viendra jusqu'ici, dans la mesure où les marées seront plus importantes en termes de coefficient. En 2 mois, parce que C'est l'autre aspect révolutionnaire du projet de Quiberville. Laisser pénétrer la mer ici pour soulager le reste du littoral alentour. Je pense qu'on dira de nous que nous étions soit des visionnaires, puis si jamais ça ne va pas, on dira peut-être qu'ils avaient un petit grain de folie. Mais je pense que le grain de folie, on saura vite l'effacer pour dire que c'était une adaptation au changement climatique. En France, 20% des littoraux sont en recul. Qu'ils soient constitués de falaises ou de sable fin, ils subissent une érosion accélérée par la montée des eaux. En cas de réchauffement des températures supérieures à 2 degrés, l'eau pourrait monter d'1 mètre d'ici à 2100. Toutes les régions côtières seraient impactées. Calais et Dunkerque, sous les eaux. Le Havre perdrait son port et son centre-ville. Le marais Poitevin tout entier disparaîtrait. Bordeaux serait partiellement inondé. Le sud aussi serait touché. Est-il possible de résister à l'érosion qui s'accélère et au risque de submersion qui augmente? Peut-on encore ralentir le recul du trait de côte? À Biscarrosse, dans les Landes, les autorités tentent de sauver la plage, qui rétrécit d'année en année. Soyez vigilants, surtout au niveau des pelles, à la remontée de l'océan. Vincent Badevin dirige les opérations. Comme la mer grignote la plage, il déplace le sable. Les ouvriers l'emportent au pied des dunes pour les renforcer et agrandir la plage.
C'est un peu comme un airbag. Ce qu'on fait là, c'est du sable qu'on met pour faire une zone tampon et pour ne pas que la dune qui soutient les bâtiments ou les activités ne soit impactée. Les ouvriers doivent être rapides. La marée monte. Là, ici, là où vous prenez le sable, c'est une zone Qui va se rengraisser quand la marée va remonter. Ça va avoir tendance tout le temps à se rengraisser. dans l'eau, là. On va remonter un peu. Cette opération permet aussi de protéger la ville et les bâtiments construits sur la dune. En première ligne, face à la mer. Ces maisons et cet hôtel, c'est les deux seuls éléments urbains sur la dune qui sont comme un cap vers le large. Et on mesure bien quelle est leur vulnérabilité. Des solutions de protection en dur ont été envisagées. Une digue, des blocs de pierre, mais vite écartés. On est très attaché à l'esprit nature dans les Landes et on n'a pas envie de bétonner et d'urbaniser avec des enrochements le trait de côte. D'une part, parce que c'est plus cher, et puis surtout, ça a des effets qui accélèrent l'érosion. Car les digues bloquent le sable. Il ne circule plus de la dune vers la plage, ni de la mer vers la dune. Sans ces échanges, l'érosion s'accélère. À Biscarrosse, on a décidé de suivre les conseils des scientifiques, celui de ne plus construire de digues et de laisser faire la nature. Les autorités aimeraient même voir disparaître tout ce qui est artificiel, notamment les emblématiques villas jumelles. Un arrêté de péril a été pris pour l'une des deux maisons. Il en interdisait l'accès. Il a depuis été annulé par la justice, mais les propriétaires des villas le savent. Ils sont en sursis. Et tu vois, quand tu vois le soleil, parce que l'éclaircie arrive et on voit le soleil apparaître là-bas, c'est superbe ça, non? Moi je sais pas, c'est même impressionnant, ouais. Ça peut expliquer pourquoi on est amoureux du site. Patrick et sa femme possèdent un appartement ici depuis 15 ans. André, leur voisin, est propriétaire depuis 4 ans. C'est fabuleux quoi. C'est fabuleux, c'est grandiose quoi. C'est pour ça qu'on devrait rester le plus longtemps possible, bien sûr. Mais que de plages, quel bonheur. On s'en lasse pas, hein? Non. C'est vrai. Mais c'est vrai. La visite se poursuit à l'étage, chez André. Vous n'avez pas peur qu'on mette du sable chez vous? Non, j'ai pas fait. Il est dans son logis, j'ai pas fait le ménage. Avec son salaire modeste, il a réussi à financer son rêve. Comme un petit perchoir. Ouais, c'est lui qui a vu. On a l'impression d'être plutôt dans un bateau. Lorsqu'André a acheté son studio il y a 4 ans, l'acte de vente ne mentionnait pas le risque d'érosion côtière. C'est désormais obligatoire pour les biens immobiliers. Mais la règle n'était pas encore en vigueur. Et à ceux qui vous disent vous avez acheté sur une dune, vous auriez pu vous en douter? Oui, mais après cela... Ça tient pas ça. Ça ne va pas tenir parce que ces phénomènes de réchauffement climatique et de montée des eaux, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que c'est réellement, clairement expliqué. Mais pas avant. Et vous, en 2019? Moi, quand j'ai acheté en 2019, tous les voyants étaient ouverts. Hein. Je suis arrivé en mars 2019 quand j'ai acheté. Et 3 mois après, ils fermaient à côté, quoi. Voilà, je commençais à prendre peur. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'ils ont fermé à côté 3 mois après, quoi. Pour la mise en péril, quoi. Patrick et ses voisins ne sont pas climato-sceptiques. Ils ont conscience que l'eau monte. Mais ils refusent de quitter leur appartement sans être indemnisés. Ils n'ont reçu aucune proposition de rachat de la part des autorités. Ils sont coincés. C'est invendable. Les gens, ils ont peur que ça s'écroule, quoi. C'est ça le problème. C'est invendable. Hein. Le lieu plaît, ouais. Mais de là à investir de l'argent sur un bâtiment qui va
qui va soi-disant s'écrouler. Qui va, voilà, Les gens, ils sont pas fous non plus. perdurer, effectivement, c'est pas possible de vendre. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même dans une impasse un peu. Certainement, oui. Oui, oui. Fait, oui. Oui, Oui, certainement. oui. Exactement. Ça n'empêche pas qu'on a toujours le plaisir de venir. Et Oui. que ça, impasse ou pas, c'est la plus belle impasse du monde. Je suis désolé, mais c'est une réalité, quoi. Profite au maximum. Aujourd'hui, il n'existe pas en France de fonds dédiés à l'érosion côtière. Les opérations d'expropriation et de relocalisation sont rarement financées par l'État. Sans budget spécifique, difficile pour les élus locaux de protéger leur population. Est-ce que nous sommes prêts? Hélène Larezé est la maire de Biscarrosse. C'est un moment très important de cette démarche qu'on a entamée tous ensemble il y a plus de 18 mois. Je vous remercie beaucoup et très sincèrement pour cette présence nombreuse. Elle a demandé à un cabinet d'urbanisme un plan d'aménagement intégrant la montée des eaux. On vous a fait une proposition, vous verrez, à la fin du document. C'est vraiment une vision 2030 pour Biscarrosse. Leur projet, détruire les 2 bâtiments sur la dune, supprimer des parkings, déplacer des routes, créer des pistes cyclables. À cause du recul du trait de côte, tout le front de mer doit être transformé. Cette promenade de cordon dunaire devient vraiment le trait d'union entre Biscarrosse et l'océan et on pourra toujours venir profiter des couchers de soleil. Coût des opérations, 30 millions d'euros minimum. Est-ce que ce plan d'aménagement d'une station compatible avec la montée des eaux, est-ce qu'il peut être pris en charge uniquement par les habitants de Biscarrosse? Non, c'est pas possible. De la même manière qu'il existe un fonds pour, le fonds Barnier notamment, pour répondre à un certain nombre de phénomènes reconnus comme des catastrophes naturelles, il nous semble important d'avoir un fonds dédié, puisque là, il s'agit vraiment également d'un phénomène naturel. Du jour au lendemain, on peut se retrouver dans ce cas de figure d'une imminence, d'une falaise qui tombe, d'une dune qui s'affaisse et des immeubles qui sont dessus. Hein. Donc des solutions doivent être trouvées tous ensemble, et je pense que tous nous sommes d'accord sur le fait qu'un budget doit être dégagé. Face à la montée des eaux, la France fait figure de débutante. Alors pourquoi ne pas s'inspirer des experts en la matière? Les Néerlandais. Aux Pays-Bas, l'eau est partout. C'est un laboratoire à ciel ouvert d'adaptation à la submersion. On y trouve des jardins éponges, où l'on compare les pouvoirs d'absorption de différents types de sols. À Rotterdam, les places publiques profondes peuvent se transformer en réservoirs. Si le pays est à la pointe, c'est parce qu'il a vécu un traumatisme. En janvier 1953, il y a 70 ans, un raz-de-marée spectaculaire a entraîné la mort de 1800 personnes. Depuis, les Néerlandais font tout pour ne plus se laisser surprendre par la mer. Ils apprennent même à nager. Bonjour tout le monde. Tout habillés. Ici, vous allez sauter en piquet. Ensuite, vous nagerez la brasse, la tête hors de l'eau, toujours. Et je vois qu'aucun d'entre vous ne porte de lunettes de natation. C'est parfait, parce que dans la vraie vie, personne n'en porte, n'est-ce pas? En piquet, d'accord? C'est la première fois que le groupe de Christina plonge avec des vêtements. Super. Bras et jambes tendus, tête hors de l'eau. Bien, à toi. J'ai eu du mal à faire une longueur. Mais vous pensez que ça peut vous être utile? Bien sûr, c'est mieux d'être préparé. Avant d'essayer, je pensais que ça serait facile de nager avec des vêtements. Mais là, je peux dire que c'est très difficile. Les débutants portent un short et un t-shirt. Les plus expérimentés, un pantalon, des manches longues, des chaussures et des chaussettes. Les enfants aussi apprennent à nager tout habillés, dès le plus jeune âge. Oui. Et c'est obligatoire, c'est ça? Oui, quand les enfants maîtrisent bien la nage, on ajoute des vêtements, et notamment un imperméable et des bottes en caoutchouc.
On leur apprend à réagir au cas où ils tomberaient dans l'eau. Pendant qu'ils sont dans l'eau, ils doivent savoir enlever leurs bottes et les vider. Puis ils peuvent les placer de cette manière sous leurs bras et s'en servir comme des coussins flottants. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Un enseignement bien utile. Plus de la moitié du pays serait submergé en cas d'élévation d'1 mètre du niveau des mers. Les Hollandais ont d'autres savoir-faire que nous pourrions leur emprunter pour survivre à la montée des eaux, comme leur architecture flottante. À Amsterdam, il existe 2500 maisons de ce genre. Elles résistent aux tempêtes et aux inondations. Bonjour. Bonjour. Cohen Altwist a construit certaines d'entre elles. J'ai lu sur la façade « Agence de l'eau ». C'est ça. Pourquoi ce nom ? Parce qu'on ne construit que sur l'eau. Nous sommes un cabinet d'architectes spécialisé dans les structures flottantes. Depuis 20 ans, on ne fait que ça. Que sur l'eau. Pour plaisanter, on dit « plus c'est mouillé, mieux c'est ». Plus on a de travail. Vous savez, les villes doivent évoluer. L'eau qui monte, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. On doit pouvoir l'utiliser pour rendre nos villes plus performantes. Le concept est assez simple. C'est la flottaison. Si vous construisez sur l'eau, la base, c'est que ça flotte comme un bateau. Et là, c'est une nouvelle technologie que je trouve passionnante. C'est une maison qui flotte, qui supporte très bien les petites vagues. En cas de tempête, il vous suffit d'appuyer sur un bouton et hop, la maison s'élève de 6 mètres au-dessus de la surface. Et les vagues ne peuvent plus la toucher. Quand la tempête est terminée, elle redescend. Et vous pouvez la déplacer. On dirait de la science-fiction. Non, c'est la réalité. Elle existe à Miami. Cette villa motorisée est censée résister à des ouragans de force 4. Son prix, 5 millions d'euros. Mais cet architecte le sait, ce n'est pas avec des maisons individuelles hors de prix que nous pourrons faire face collectivement à la montée des eaux. Cohen conçoit aussi des immeubles flottants, des quartiers entièrement sur l'eau. Pour lui, le changement climatique nous oblige à entrer dans une nouvelle ère, celle des villes mobiles. Une fois qu'on maîtrise cette technologie, on peut l'appliquer à une plus grande échelle, aux villes entières. Vous voyez cette ligne, la terre ferme, est en dessous. Et là, c'est la mer. Et ça, c'est le trait de côte. Oui, c'est ça. Si je construis des bâtiments ici, c'est pour 100 ans minimum. Vous ne pouvez pas les déplacer. Mais sur l'eau, c'est différent. Je peux fabriquer une structure flottante et la placer juste en face du littoral. Et qu'est-ce qui va se passer si le trait de côte recule ? C'est bien ce qui est prévu, n'est-ce pas ? Oui. Donc qu'est-ce qui se passera ? S'il y a plus d'eau et que le trait de côte recule vers l'intérieur des terres, on peut même ajouter de nouvelles structures ou les déplacer. Donc, on peut étendre les villes sur l'eau. C'est un territoire supplémentaire. Grâce à Cohen, on sait à présent qu'on pourra se loger malgré la montée des eaux. Mais pour nous nourrir, comment allons-nous faire ? Une fois encore, la solution n'est pas de fuir l'eau. Si les hommes peuvent flotter, les animaux aussi. Cette ferme à Rotterdam est unique au monde. C'est la première exploitation agricole capable de voguer. Il y a 3 étages. Sous l'eau, le dispositif de flottaison. Au rez-de-chaussée, nos ateliers de transformation. Et à l'étage, le meilleur endroit, l'étable pour nos vaches. Venez, suivez-moi. Avant de construire cette ferme flottante, Mink était consultante en marketing. L'exploitation de 40 vaches est une expérimentation qu'elle a imaginée. Une agriculture du futur, écologique et durable. Ces bêtes se nourrissent en partie de l'herbe du terrain de golf voisin et des invendus des boulangeries. Leur fumier est recyclé. Si l'eau monte, que le niveau de la mer augmente, nous pouvons toujours continuer à produire de la nourriture fraîche et saine. Nous nous adaptons au climat. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'en créant un nouvel espace constructible, en face ou au milieu de la ville, vous produisez des aliments de qualité, là où se trouvent les consommateurs.
Donc, vous réduisez l'empreinte carbone, c'est-à-dire les kilomètres parcourus par la nourriture. La production avoisine les 800 litres de lait par jour. Une partie est transformée en yaourt, en beurre et bien sûr en gouda. Ces vaches, elles souffrent du mal de mer ? Non, elles ne peuvent pas avoir le mal de mer. On a demandé à des chercheurs de l'université d'Utrecht. Ils nous ont dit que c'était sans incidence qu'elles soient sur l'eau. Comme vous pouvez le constater, la plateforme est très stable. Pour les vaches, il n'y a aucun problème. Et pour les employés non plus. Le lait de ces vaches est vendu sur place et dans les supermarchés voisins, 1,80 € le litre. C'est cher, mais c'est à ce prix que Mink peut être rentable. Venez goûter. À présent, on sait que malgré la montée des eaux, à la vôtre, on ne manquera pas de calcium. Pour les fruits et les légumes, la situation semble plus délicate. Les plantes peuvent-elles résister au sel ? Jusqu'à récemment, personne n'avait essayé d'utiliser l'eau de mer pour irriguer les cultures. Sur la petite île de Texel, aux Pays-Bas, un ingénieur en biodynamie a tenté l'expérience sur des centaines de végétaux. Bonjour Marc. Marc van Rysselberghe arrose ses plantes d'eau salée, voit si elles survivent et si elles sont mangeables. C'est du chou vert, du chou kale. Il arrive à faire pousser des choux, mais pour le goût, c'est un peu raté. Il a un goût horrible. Il a un goût horrible et vous voulez que je le goûte ? Ouais. Il a un goût beaucoup plus puissant que la normale, à cause du sel. Et ce qui est intéressant, c'est que... C'est pas horrible. C'est très fort. Oui, c'est fort. C'est la particularité des plantes qui poussent avec de l'eau salée. Comme elles ne peuvent pas s'enfuir, elles doivent se défendre. Elles deviennent plus fortes, plus sucrées, plus amères. Elles réagissent de tout un tas de manières pour échapper au stress lié au sel. Et certaines développent un goût délicieux. C'est celle-là qui nous intéresse. Ce ne sont pas des algues ou de la salade verte que Marc veut faire pousser, mais des légumes et des fruits variés, riches en vitamines. Vos fraises, elles n'ont pas l'air en forme. Non, elles sont mortes. Ce que je fais est extrême. Celle-là, j'ai utilisé 50% d'eau de mer. Ça tue presque tout. Seule une variété a survécu, celle de la fraise blanche. Sa plus grande découverte, c'est cette pomme de terre, résistante au sel et délicieuse. Voilà, ça c'est ce qu'on fait de mieux. C'est une pomme de terre qui tolère le sel. On dirait une vraie pomme de terre. Mais c'est une vraie. Seulement, c'est une patate un peu dingue parce qu'elle aime l'eau salée. Le plus fort, c'est que ça lui donne même un meilleur goût. Tenez, c'est pour vous. Donc c'est ça le futur de l'humanité. C'est une solution pratique. Une solution paysanne. Pas une solution d'ingénieur de laboratoire. Non, plutôt une solution pour rendre exploitable cette quantité grandissante de terre, où les fermiers craignent de ne plus rien pouvoir faire pousser. Marc a exporté ses cultures de carottes, d'oignons, de betteraves au Bangladesh, au Pakistan et au Ghana, des régions du globe déjà fortement touchées par la montée des eaux.